Donc, dans ces années-là, ça comptait... Le FLQ, là, il n'y avait pas de carte de membre. Donc, comment connaître le membership? Regarde, le réseau de 63, c'était peut-être une vingtaine de personnes. Le réseau en 64, l'ALQ, c'était peut-être une autre quinzaine de personnes. Il y a eu un épisode aussi, l'ARQ, Armée révolutionnaire du Québec, qui était, dont le leader était François Schirm, qui ont dévalisé une armurerie sur la rue Bleury, en plein jour. Il y a eu 2 morts. La police a tué un employé du magasin. Puis les felkistes, ou enfin les gars de l'Armée révolutionnaire du Québec, ils ont aussi abattu un employé qui était armé. Les employés dans cette armurerie-là étaient armés, puis l'employé en question a voulu s'opposer au vol d'armes, puis il était abattu. Alors, bon, bref, il y a eu ces 3 réseaux-là. Le réseau de François Schirm avait peut-être une autre dizaine de personnes, tu sais. Mais nous, Vallière, lui, ce qu'il a fait, c'est beaucoup plus gros. Parce que il avait fractionné l'organisation en 2 réseaux, le réseau d'action et le réseau de propagande. Le réseau d'action, c'était peut-être une 15-18 personnes organisées en cellules. Mais le réseau de propagande, d'après moi, il y avait une centaine de personnes. Puis là, on produisait le journal La Cognée, mais en 3 éditions. Il y avait une édition pour les écoles secondaires, une édition pour l'université, puis une édition ouvrière. Et là, tout de suite, tu vois l'orientation de Vallière Gagnon, qui était les idéologues de ce réseau-là. Bien, déjà, là, on voit que ça prend une connotation plus de gauche et d'extrême gauche. Beaucoup plus à gauche que le premier FLQ en 63 et l'ALQ en 64. Et là, ça devient la défense des intérêts de la classe ouvrière, pas juste de la nation québécoise, mais aussi de la classe ouvrière. Donc, il y avait des gens qui rédigeaient des articles, des gens qui imprimaient le journal, et il y avait un réseau de distribution qui avait été mis sur pied. Ça fonctionnait de telle façon que les gens recevaient le journal sans savoir d'où ça venait. Disons qu'on avait un contact, monsieur Untel est prêt à distribuer le journal dans son milieu, à l'université ou quelque part. Donc, il demande de recevoir, disons, 25 numéros à chaque publication. Alors, on avait son numéro de téléphone, son adresse. Évidemment, on n'avait pas d'Internet dans le temps. Donc, à un moment donné, quelqu'un, jamais le même jour, jamais à la même heure, enfin, il n'y avait pas de régularité, mais quelqu'un allait porter le paquet devant sa porte. Puis là, on lui téléphonait, on disait, le paquet est devant ta porte. Le gars ouvrait sa porte, prenait le paquet, il n'avait pas vu qu'il était venu porter ça. Puis c'était pas tout le temps, c'était pas régulier, donc il ne pouvait pas... C'est une façon d'éviter les contacts entre les individus. Une façon d'isoler la distribution de la production. Puis... Par mesure de sécurité c'est des mesures de entre les sécurité, militants. Ouais. Donc là, ben, ce réseau-là n'a jamais été inquiété par la police. Il n'y a jamais eu aucune arrestation dans ça. Personne dans toute cette section-là de l'organisation a été arrêté. C'est juste ceux qui ont fait des actions qui ont été arrêtés. Alors, mais à 17 ans, qu'est-ce qui t'a poussé vers le mouvement indépendantiste, puis surtout vers le mouvement de résistance et de lutte armée? À 17 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusque-là? D'abord, j'ai été élevé dans un milieu nationaliste. Okay? Mon grand-père, c'était un organisateur de l'Union nationale. Quand j'avais peut-être 10 ans, avec mon frère, 2 années plus jeune que moi, il nous amenait dans des meetings de l'Union nationale, puis il nous mettait à la porte pour distribuer comme le programme de la soirée. Les gens rentraient, puis on leur donnait ça. Puis quand on avait fini, puis tout le monde était entré, on allait s'asseoir, premier rangé en avant avec mon grand-père, qui était un des organisateurs de l'Union nationale sur le plateau Mont-Royal. J'habitais sur la rue Brébeuf, entre Rachel et Marianne. Puis, donc, j'écoutais ces discours-là. Je ne me rappelle pas si j'ai entendu parler Maurice Duplessis, mais je n'ai entendu des discours nationalistes, là. Bon, en partant. Ensuite, les élections chez nous, c'était tout le temps un événement important parce que du fait des contacts de mon grand-père, dans ce temps-là, tu n'allais pas voter dans une école de quartier. Sur chaque rue, il y avait un pôle. Sur la rue Brébeuf, entre Rachel et Marianne, il y avait un pôle.
et c'était chez moi, chez nous. Donc mes parents défaisaient le salon double en avant, enlevaient les meubles, puis là il y avait le coin pour aller voter, l'isoloir, puis donc les gens venaient chez moi pour voter. Mais avant ça, mes parents faisaient l'énumération, mes sœurs tapaient les listes électorales en 5 copies sur du papier oignon. Ma mère ou mon père était scrutateur, représentant de parti, on louait le salon. À chaque élection, mes parents, ça leur faisait un revenu, tu sais, c'était du militantisme d'une certaine façon, mais ils étaient payés, là. Ils faisaient de l'argent avec l'élection. Puis ça, là, c'était tellement ancré que même quand le gouvernement a changé de bord, comme en 60, quand l'Union nationale a perdu le pouvoir, le système électoral a continué de la même façon, bien, le pôle est encore chez nous, même si c'était des libéraux qui étaient au pouvoir. Les gens de la rue Brébeuf, ils venaient voter chez nous, tu savais. Puis moi, donc, ça m'a éveillé à la politique. Puis d'ailleurs, très tôt, là, aussitôt que j'ai su lire, je lisais la presse. Moi, mes parents étaient abonnés. Je n'étais même pas capable de la tenir dans mes bras parce que dans ce temps-là, la presse était plus large qu'aujourd'hui. Je la mettais par terre, puis je lisais la presse. Pour être capable d'aller. Je la lisais à terre. Donc, j'avais un intérêt. J'ai suivi la guerre du Vietnam, Laos, Cambodge, toutes les guerres, les coups d'État qu'il y avait en Amérique du Sud. Je lisais ça dans la presse. J'avais un intérêt très tôt que j'ai développé. Puis aussi, mon père m'amenait à chaque année, vu qu'on habitait tout près du parc La Fontaine, mon père m'amenait à chaque année aux cérémonies en l'honneur de Dollard Desormeaux le jour de la fête de la Reine. La fête de la Reine, 3e lundi du mois de mai. Au Canada, c'était la fête de la Reine, mais au Québec, c'était la fête de Dollard. On ne voulait rien savoir de la Reine. Mon père m'amenait là. Mon père m'amenait dans beaucoup d'endroits le dimanche. Il travaillait 6 jours sur 7, mais le dimanche, il prenait 5 enfants, puis il nous sortait. Ma mère était en congé le dimanche. Donc, on allait là, le lundi, 3e lundi du mois de mai, on allait au Parc La Fontaine voir ça. Puis à un moment donné, là, j'étais rendu adolescent, là, à 17 ans, j'allais par moi-même au Parc La Fontaine voir ça. Et là, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des militants du RIM. Une fois peut-être j'avais 16 ans. Non, j'avais 17 ans. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste a fait sa cérémonie, le dépôt de couronne et de discours patriotique, mais dans la foule, il y avait des gars du RIN qui faisaient de l'agitation pour vive l'indépendance nationale. Et puis là, quand la cérémonie officielle a été terminée, les gars du RIN ont entraîné une partie de la foule dans la rue pour faire une manifestation. Ça a parti, il y avait 3 scooters, des mobylettes, là. Il y avait 3 gars qui avaient ça, puis il y en a 3 autres qui sont assis en arrière avec des drapeaux du Québec. Puis là, ils sont partis sur la rue Rachel en entraînant une centaine de manifestants. J'ai suivi, puis là, ça a pris Rachel, Saint-Denis, Sherbrooke, jusque près de l'Université McGill. Et en cours de route, là, il y a quelqu'un qui avait un sac à poignée qui distribuait des tracts, qui m'a trouvé particulièrement, enthousiaste. Puis il m'a demandé de l'aider à distribuer des tracts. Donc, je passais des tracts. Du RIM. Du RIM sur le trottoir. C'était comme mon baptême politique ce jour-là. Alors là, on s'est rendu devant la statue de la reine Victoria sur la rue Sherbrooke, près de l'Université McGill. Là, il y a eu un sit-in. On a bloqué. En cours de route, on avait ramassé plus de monde. On était peut-être rendu 200. Là, on a traversé après ça, en passant à travers la place Ville-Marie. On a été devant l'hôtel Reine-Élisabeth, qui dans ce temps-là s'appelait The Queen Elizabeth Hotel parce que le CN refusait de lui donner un nom français. Alors on était là comme pour protester contre ça. On a fait un autre sit-in dans la rue devant l'hôtel. Avant ça, on a pénétré dans l'hôtel parce qu'on est arrivé là par surprise. On a pénétré dans l'hôtel. Il y a eu pas mal de tables et de fauteuils de renversés. Puis on est sorti. Là, il y a eu un sit-in dans la rue. Puis là, il y a un quart de reportage du poste de radio CKGM, un poste anglophone,
qui a voulu faire un reportage en direct. Il y avait un quart de reportage dans une auto, station wagon. Puis là, il a foncé dans les manifestants qui étaient assis dans la rue. Alors là, il voulait avoir un scoop. Il y en a eu, les gars sont levés, ils ont viré le char à l'envers. Carrément. Oui. Mais là, la police est intervenue parce qu'aller jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de policiers sur place. Ils ne savaient pas qu'il y avait une manif. C'était comme, il n'y avait rien de prévu. Ils ne demandaient pas de permis dans le temps. Là. On ne donnait pas de parcours non plus. Alors, là, les policiers ont fait des arrestations, puis ils ont battu les manifestants qui venaient d'être arrêtés. Ils les ont battus là, devant tout le monde, à coups de matraque, solidement, avant de les lancer dans les paniers à salade. Ça a amené la foule à crier « Gestapo, Gestapo ». Bon, on criait ça. Bon, la Deuxième Guerre mondiale n'était pas loin encore. On était en 64. Bon. Et là, moi aussi, je criais à des policiers. Puis il y a un policier, il a perdu les pédales. J'ai vu son regard changer. Ça devait le provoquer beaucoup de se faire traiter d'agent de la Gestapo. En tout cas, il a décidé de procéder à mon arrestation, mais je me suis sauvé. On a couru, il a couru après moi. Il m'a rejoint comme un coin de rue plus loin, là, dans un tournant de la place Ville-Marie. Il a sorti son arme, puis il m'a intimé l'ordre d'arrêter de courir, censé me tirer. Je l'ai cru, je suis arrêté, puis il m'a arrêté. Puis là, il m'a ramené, il en a ramassé un autre en cours de route. Il nous a ramenés au panier à salade. Et puis là, j'ai été photographié. Ça a fait la première page du Montréal Matin, la Gazette, le Star. Première manif de ma vie, je me ramasse en première page des journaux.